Marcus, Salut. merci pour l'interview. Mais je t'en prie, je t'en prie. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter? Je m'appelle Marcus, je suis un des plus vieux gamers, je suis un des dinosaures du jeu vidéo, on va dire. J'ai commencé ce métier il y a une trentaine d'années, en 89, dans des magazines de la presse écrite, Micro-News, Tilt, etc. À l'époque où les gens savaient lire, où il n'y avait pas internet et la télé, etc. Et puis voilà, comme j'ai trouvé que payer pour jouer c'était sympa comme boulot, je me suis dit je vais continuer. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Beaucoup de gens me connaissent parce que j'ai aidé à la création de Game One, qui est la seule chaîne de jeux vidéo au monde même maintenant. Et j'ai créé une émission qui s'appelait Level One, dans laquelle je jouais pendant 20 minutes dans les conditions du direct à un jeu différent toutes les semaines. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le let's play aujourd'hui. Je suis le premier mec au monde qui a fait ça. J'en suis assez fier, tu vois. Et puis en même temps c'était tellement évident que voilà, fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc voilà, et 30 ans après, je suis toujours là et je reçois mes petits amis qui me suivent à la télé depuis qu'ils sont tout petits. Donc on a un vrai lien très sympathique avec le public, qui n'est pas du tout celui d'un animateur télé vedette. C'est l'impression de recevoir des vieux potes plutôt que des fans entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ton métier actuel? Bah, je te dis, payer pour jouer, il y a quand même pas beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai. Hein, où ça aide. Non, moi j'ai toujours bien aimé écrire. J'avais envie, je savais pas ce que j'allais faire quand j'étais petit, je savais pas. Testeur de jeux vidéo, c'est un métier qui n'existait pas. Moi, quand j'étais petit, j'ai 51 ans là. J'étais petit, il y avait que Pong comme jeu vidéo. Vous pouvez pas imaginer qu'il y ait des magazines entiers qui parlent que de Pong, une chaîne de télé qui parle de Pong, c'était impossible. Donc voilà, on peut pas imaginer d'être testeur. C'est un peu le hasard, j'avais envie d'être créatif dans la pub ou quelque chose comme ça, j'avais envie d'être journaliste, enfin d'écrire en tout cas, l'écriture c'est un truc qui m'a toujours plu, je faisais un peu de BD quand j'étais ado et tout ça. Et puis voilà, j'ai acheté un magazine qui s'appelait Micro-News, à la fin du magazine il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. J'ai envoyé un test et voilà, ils ont publié mon test et puis ils m'ont donné d'autres tests à faire et j'ai commencé comme ça, un peu par hasard. Et puis très vite, j'ai bien vu que ça me plaisait énormément, j'adorais, c'était mes deux passions, l'écriture et les jeux vidéo. Donc c'était fabuleux de pouvoir faire ça comme métier, quoi. Voilà. On a tous vécu avec Game One ou No Life. Comment tu as ressenti la fin de No Life? Fin de No Life, évidemment beaucoup de tristesse parce que c'est une petite chaîne qui s'est créée avec beaucoup d'amour. Il y a un livre qui raconte l'histoire de No Life que je recommande à tout le monde. C'est vraiment un truc on comprend mieux comment cette chaîne a été créée, un peu comme un fanzine. Sébastien Ruchet, Alex Pilote, les créateurs de la chaîne, ils ont fait la chaîne qu'ils voulaient voir. Tu vois, ils ont vendu leur voiture, ils ont rassemblé tout l'argent qu'ils avaient, ils ont demandé de l'argent à leurs amis pour créer la chaîne au départ. Vraiment, ils ont raclé tous les fonds de terror qu'ils pouvaient pour faire la chaîne. Et ils l'ont créé et ils ont mis tout ce qu'ils aimaient, le Japon, les jeux vidéo, etc., tous les trucs de geek, etc. Sachant que ça ne se fait pas ça, personne ne fait ça. Les gens qui créent des chaînes, c'est des grosses multinationales qui voient un créneau, ça pourrait être le créneau des geeks ou du Japon, en disant il y a du pognon à se faire, on va investir tant, mais dans 2 ans on va récupérer tant. Eux n'ont jamais raisonné comme ça. Ils ont juste créé la chaîne qu'ils voulaient faire et ils ont essayé de se débrouiller pour qu'il y ait un peu de pub, un peu d'abonnement pour qu'on puisse continuer à la faire. Ils n'ont jamais cherché à s'enrichir, etc. C'est vraiment... Donc voilà, quand tu vois des gens qui mettent autant de cœur à l'ouvrage pendant 10 ans, c'est une chaîne très fragile. Chaque année, on a cru que ça allait s'arrêter. Et au final, ça s'est vraiment arrêté, mais on a quand même tenu 10 ans. Et en 10 ans, on a créé beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet. Dis donc, il me pique mes stylos. Qu'on retrouve sur Internet, mais qui ont été créés sur No Life. No Life a été créé en 2007, je crois que YouTube a vraiment démarré en 2009. Aujourd'hui, tout le contenu de No Life, tu peux retrouver l'équivalent sur Internet et les gens vont le chercher là-bas. Et ils ne vont plus chercher ça à la télé. Voilà. Donc voilà pourquoi No Life a décliné jusqu'à devoir finalement fermer. Voilà. Mais je ne suis pas inquiet pour les gens qui travaillent à No Life, c'est tous des gens plein de talent, le monde des geeks est petit, donc on se retrouvera et on continuera à travailler ensemble sur d'autres choses, mais voilà, c'est juste dommage pour No Life. Est-ce que tu peux nous citer en quelques mots ton évolution au sein de Game One? Chez Game One, j'ai commencé, j'étais engagé comme journaliste. Moi je travaillais sur une émission qui s'appelait Cyberflash sur Canal+, qui à l'époque parlait de jeux vidéo, d'internet, alors que personne n'en parlait. C'était à 19h en clair sur Canal tous les soirs, c'était incroyable d'avoir ça. Et Canal a décidé de créer Game One. Donc là ils ont pris des journalistes spécialisés qu'ils avaient sous la main, donc dont moi. Ils se sont dit comment parler de jeux vidéo à la télé. Là j'ai dit comme dans la vraie vie, assieds-toi à côté de moi, on va faire le premier niveau d'un jeu ensemble. Et au bout de 20 minutes, tu sauras si tu as envie de l'acheter ou pas. Donc voilà ce que j'ai proposé comme émission à la chaîne, c'était Level One. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Après, il y a eu un petit clash, la chaîne a été rachetée par Infogrames, qui est un groupe qui fabriquait des très mauvais jeux
pas tous, mais en tout cas beaucoup de mauvais jeux, et qui voulaient qu'on dise du bien de leur jeu à l'antenne. Donc moi, il n'était pas question que je fasse ça. J'avais acquis la confiance des spectateurs. Je voulais pas la perdre. Donc j'ai démissionné. Je suis parti en 2000, je crois. Voilà. Infogrames a tellement bien merdé qu'ils ont coulé, ils ont failli couler la chaîne et ils se sont coulés eux-mêmes, mais ils n'existent plus aujourd'hui. Et ils ont revendu à Viacom, qui est le groupe qui s'occupe de MTV. Et MTV, eux, c'est des gens clean. Et voilà. Et ils m'ont dit, nous, on ne veut pas être fâchés avec toi. Si tu veux revenir à l'antenne, viens. Donc je suis revenu. Pas avec Level 1, on n'avait pas envie de refaire des choses qu'on avait déjà faites, mais avec Retro Game One, que tu as peut-être vu, c'est l'émission où je raconte l'histoire des jeux vidéo, parce que comme je suis très vieux, j'ai connu tout ça. Donc c'est facile pour moi de raconter ce que j'ai vu. Je vois des youtubeurs qui ont 15 ans qui font du rétro gaming, mais ils n'étaient pas nés à l'époque. Alors ça n'empêche pas qu'ils ont beaucoup d'amour pour les antiquités, etc., mais ils ne peuvent pas avoir vécu ce que moi j'ai vécu et tout ça. Donc moi j'essaie de retransmettre ce que les joueurs vraiment ont vécu humainement, on va dire, pas les chiffres de vente, pas des trucs comme ça, mais ce qu'un joueur pouvait vivre quand il jouait à Resident Evil et que les chiens traversaient la fenêtre et qu'on était tous morts de trouille, alors que c'est quand même qu'une 8 pixels, mais voilà. Donc moi, ça me permet de remettre ça dans le contexte de l'époque. C'est un petit avantage que j'ai par rapport à des gens plus jeunes qui n'ont pas connu ça. Après, eux, ils vont faire les choses différemment. Le joueur du grenier, il va faire des sketchs autour, des trucs fabuleux. Voilà, chacun son style, chacun son truc, c'est bien. En tout cas, on est de plus en plus nombreux à faire ça c'est cool. Et puis voilà, puis donc Retro Game One, et puis plein d'autres émissions, Marcus contre Julien Telouk, des choses comme ça. Et aujourd'hui, Team Game One avec Julien Telouk, avec Kayane, Kittis, Genius, Anfan, Thomas Grelier, tous les mercredis en direct, c'est sympa de faire un direct. On passe en revue l'actu de jeux vidéo et on fait un peu les andouilles aussi dans le couloir de temps en temps. Quand tu avais ton poste sur No Life, comment tu gérais le poste de Game One et de No Life? Les deux? Oui. C'est beaucoup de boulot. C'est du boulot à plein temps, tout le temps. C'est-à-dire toute la semaine, je faisais ça. Je faisais un jeu par semaine pour No Life, mais les 4 émissions du mois étaient tournées le même jour. Donc si tu veux, j'avais un mois pour préparer 4 jeux jusqu'au jour du tournage. Donc la première semaine, je jouais un jour ou deux au premier jeu. La deuxième semaine, un jour ou deux, deuxième, etc. En même temps, je faisais Game One. En même temps, je travaillais aussi pour Micromania. Je faisais des vidéos je fais toujours des vidéos pour eux. Voilà, je disais toujours, ma vie est un numéro de trapèze volant. C'est-à-dire, je fais Game One, je lâche le trapèze, je fais un peu de No Life, je lâche le trapèze, un peu de Micromania, hop, je viens faire un salon à Bordeaux ou ailleurs, et hop, je retourne sur mon trapèze de Game One, et ça s'arrête jamais, si tu veux. Il n'y a pas de moment où je pose le pied par terre. Donc c'est une course permanente. Donc le fait que No Life s'arrête va me donner un petit peu de temps, déjà pour me reposer un peu, et puis mettre en route d'autres projets aussi, donc voilà, j'en profite. On a vu que tu passais chez les noobs. Ouais. Avec Copain des Doigts, comment tu as vécu le fait de passer avec eux Bah, les noobs, c'est des gens que je croise depuis des années sur les salons. On s'aime beaucoup. Tu vois, après un salon comme ça, le soir, on se retrouve à l'hôtel, on fait des jeux de société ensemble et tout. Voilà, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Et puis, évidemment, depuis longtemps, on voulait faire un petit crossover, que j'aille jouer chez eux, qu'ils viennent chez moi, etc. On a mis, je crois, 1 an et demi entre le jour où on a décidé qu'on allait le faire et le jour où on l'a vraiment fait. Ils sont venus tourner à la maison les séquences où je suis en train de jouer. Et 1 an après, moi je suis venu à Toulon, à un festival, je sais plus ce que c'était, peut-être Japan Expo Sud. Et j'ai profité du fait que j'étais à Japan Expo Sud pour aller tourner dans la forêt avec eux. Je suis resté le week-end au salon et le lundi j'ai gardé un jour de plus pour aller filmer les scènes avec eux dans la forêt. Voilà, mais tout ça pour dire, vu mon planning et le leur, ça a mis 1 an et demi entre les premières séquences qui ont été tournées et le moment où enfin on a pu se retrouver à un endroit et à un moment où tout le monde était dispo et libre. Ça te donne une idée du genre d'agenda qu'on a et c'est très difficile de faire des trucs ensemble. Pareil avec le joueur du grenier, on voulait faire un truc ensemble, ça a mis plus d'1 an et finalement je me suis retrouvé avec des doigts en saucisse dans un épisode avec le Joker qui était assez drôle, mais on a mis 1 an entre le jour où on a dit on le fait et le jour où on l'a fait, il s'est écoulé 1 an. Que penses-tu de ta communauté qui te suit depuis J'ai l'impression d'être Céline Dion quand je dis ça, mais je les adore, vraiment. Hein. C'est des gens qui me suivent depuis qu'ils sont tout petits, ils sont vraiment charmants, gentils, ils m'aident, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Le meilleur exemple, c'est l'Intrépide, c'est un petit super-héros que j'ai dessiné quand j'avais 10 ans. J'ai mis en ligne quelques planches de l'Intrépide complètement ridicules et insipides. Et bah, tout le monde s'en est emparé, tout le monde s'est mis à me dessiner l'Intrépide de manière absolument extraordinaire. J'ai plus de 400 hommages à l'Intrépide qui sont fabuleux, bien mieux que ce que j'avais fait moi. Et puis bah, du coup ça m'a permis tout le monde réclamait la suite de l'Intrépide. J'ai travaillé avec des vrais dessinateurs et scénaristes, Rémi Guérin, Guillaume Lapère. Et il y a 3 ans, on a sorti un album de l'Intrépide qui s'est retrouvé à la Fnac à côté d'Iron Man. Alors c'est mon petit héros merdique quand j'avais 10 ans, tu vois.
Et tout ça grâce aux gens qui nous suivent. Donc je suis vraiment énormément reconnaissant. Et puis comme je te disais, j'ai un lien génial avec les gens. Il n'y a pas de starification. Ils me connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils se gênent pas avec moi. On se tutoie tout de suite. On rigole ensemble tout de suite. C'est comme si je retrouvais des vieux potes. C'est vraiment... J'ai une notoriété géniale. Il n'y a que les geeks qui me connaissent. Quand je me promène dans la rue, peut-être 2-3 fois par semaine, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Mais c'est pas tous les 2 mètres, tu vois, comme Squeezie ou Cyprien. Ou même le mec qui fait la météo sur France 2. Tout le monde le connaît, mais tout le monde s'en fout en fait. Alors que moi, les mecs, soit ils me connaissent pas du tout, c'est très bien, soit ils me connaissent, mais vraiment depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils ont plein de choses à me dire, ils me remercient pour les émissions. J'ai fait que jouer pourtant, mais voilà. Donc j'ai vraiment un contact super avec ma communauté. Vraiment. Je pense que je suis celui peut-être qui a le plus de contact avec eux, parce que je fais beaucoup de salons et comme tu le vois, je m'organise pour recevoir des gens en tête à tête, pas signer un truc et passer au suivant. On les laisse pas derrière des barrières 4 heures. On a un stand fermé avec des bornes d'arcade pour pas qu'ils s'ennuient en attendant de me voir. Enfin, on fait tout pour les chouchouter parce que franchement, ils le méritent. Quelle est la suite pour toi? Je vais continuer Game One l'année prochaine, évidemment. Je suis en train de voir si, comme No Life s'est arrêté, je sais pas quoi faire de chez Marcus. Est-ce que je le fais en streaming tout seul de mon côté? Est-ce que je peux le faire sur Game One? Parce qu'après, le streaming, ça se développe aussi comme ça. Donc, oui, de plus en plus. Alors après, moi, je suis quelqu'un de la télé, pas d'internet. Je suis pas un YouTuber, tu vois. Donc c'est un univers qui est un peu à part, mais que j'adore. Enfin voilà, moi je regarde 2-3 youtubeurs, il y a le genre du grenier, j'aime bien Bob Lennon, il y a plein de gens que j'aime bien. Et voilà, donc du streaming ça m'intéresse parce que j'ai le retour direct des gens. Ce qui est une belle évolution pour Level 1 ou chez Marcus, c'est d'avoir des gens qui en direct balancent leurs vannes, balancent leurs commentaires, des insultes s'il le faut. Mais je trouve ça sympa de gérer ça. Donc j'ai de cœur, je pense, j'ai plus tendance à vouloir faire ça que d'aller faire l'émission sur Game One, ce que j'ai toujours fait. J'ai l'impression peut-être de stagner un petit peu, mais après, faire une émission télé avec les moyens que ça suppose, c'est plus sympa que faire ça dans ta petite chambre avec une pauvre webcam. Donc voilà, je me tâte. Peut-être je ferai les deux à la fois, mais j'ai envie de ça. Et puis je prépare la suite de l'Intrépide, justement. Je suis en plein dedans, là, avec un autre dessinateur qui s'appelle Alexis Talon, et puis toujours Rémi avec moi au scénario. Et voilà, j'espère qu'on aura pour Noël si tout va bien. est-ce que tu as un mot pour tes fans? Pour mes fans, bah merci mes amis. Grâce à vous, je suis payé pour jouer depuis 30 ans, donc je peux pas dire autre chose que merci et continuez à m'encourager parce que c'est génial de vous avoir. Et est-ce que tu as le mot de la fin? Le mot de la fin, venez me voir sur les salons. Voilà, là on est au Bordeaux Geek Festival. Le week-end prochain, on est à Lille. Je sais pas quand tu diffuseras l'émission, mais voilà. Donc je suis là. Venez me voir, n'hésitez pas. Ben, merci Marcus. Voilà les amis, soyez sages. Ciao.